Madame, Messieurs, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous recevez. Nous sommes le magazine Tribune qui vous apporte le décryptage de l'actualité politique comme société. Et pour ces numéros, nous avons le réel plaisir de recevoir sur ces plateaux Monsieur Christian Ndombo Moleka. Il est politologue et analyste politique. C'est avec lui que nous allons devoir parler de l'arrivée du pape François en RDC, la situation, le processus électoral et puis la situation sécuritaire en RDC qui jusque-là reste très très précaire. Et avec lui, nous allons devoir vous donner quelques grandes lignes de l'actualité. Bonjour mon invité, Christian Moleka. Bonjour madame. C'est un plaisir de vous recevoir sur ces plateaux. Et la semaine qui vient la semaine passée d'ailleurs, nous avions reçu en RDC la visite du pape François. Le souverain pontife a foulé le pied le sol de Kinshasa, RDC. Son arrivée, sa présence à RDC peut amener quelque chose parce qu'on a vu le chrétien, il va amener un message de paix, ceci, cela. Est-ce que ce message peut changer les choses en République démocratique du Congo selon votre lecture? Oui, parce que aujourd'hui, d'un point de vue sécuritaire, nous sommes dans une phase diplomatique qui est en train de, en quelque sorte, de battre de l'aile. Beaucoup d'initiatives régionales, diplomatiques, n'avancent pas. Je dirais le rayonnement médiatique qu'apporte le pape a pour intérêt de mettre la lumière sur les questions du Congo. Vous verrez quand même que d'un point de vue médiatique, on a beaucoup parlé du Congo à l'international. Donc c'est un moyen de mettre en lumière les enjeux et d'essayer avec sa voix, c'est une voix influente en diplomatie, d'amener je dirais une contribution à la recherche de la solution. Donc de ce point de vue-là, je crois que c'est un élément majeur d'avoir la lumière qu'apporte le pontife, parce que au-delà du fait que c'est un religieux, le Vatican c'est également une plaque tournante diplomatique énorme. Et donc une voix qui appelle au retour de la paix au Congo, une voix d'un si grand prélat, c'est quand même une voix qui est écoutée et ça peut participer dans la dynamique diplomatique et dans la dynamique de solution au problème du Congo. Et vous pensez que cette voix sera écoutée parce que le Rwanda apparemment n'écoute personne, hein? Bon, le Rwanda, ce n'est qu'un ennemi déclaré. Moi, j'aime bien dire que ce n'est qu'un ennemi déclaré. Les vrais enjeux sont ailleurs, parce que ceux qui consomment le coltan du Congo, ce n'est pas le Rwanda. Le Rwanda n'est qu'un point de passage. Les grands plaques tournantes, c'est Dubaï, c'est Qatar, pour le grand marché européen et occidental. Et donc, c'est à ce niveau-là qu'il faut chercher les vrais décideurs, les vrais décideurs. Et à ce niveau-là, le pape peut nous être utile s'il est du côté du Congo pour faire parvenir notre voix auprès des vrais décideurs. Mais ce n'est qu'une partie, une contribution, comme je dis, parce qu'il y a d'autres acteurs qu'il faut prendre en compte. Et surtout que les questions géopolitiques et géostratégiques ne tournent pas autour de la morale, et surtout pas de la morale religieuse, parce que les intérêts économiques n'ont pas de moralité. Donc oui, c'est un allié, ça peut être un allié de taille, mais il faut le prendre comme une contribution dans une dynamique plus large. Mhm. Voilà, avec son discours, dans son discours, retirez vos mains de l'RDC, de l'Afrique, n'étouffez pas l'Afrique, elle n'est pas une mine à exploiter, ni une terre à dévaliser. Comment vous l'aviez perçu, ces messages? C'est un message d'un prélat très engagé politiquement. Le pape a fait la Centrafrique, un pays presque en guerre comme le Congo. Il a fait le Congo, il a fait le Sud-Soudan. C'est-à-dire qu'il est plus ou moins engagé sur les questions de paix. Pourquoi? Parce que d'abord, c'était quelqu'un qui vient d'un pays du Sud, de l'Argentine, donc d'un pays de la périphérie, et qui connaît en quelque sorte, comme citoyen d'abord lui-même, c'est que les inégalités nord-sud. Ensuite, il vient d'une société où je peux dire que l'attention aujourd'hui en Europe est portée sur la guerre en Ukraine et qu'il y a une sorte d'angle mort pour les autres conflits comme le conflit du Congo. Et ensuite, en tant que prélat de l'une des plus grandes églises d'Afrique centrale, la question de la sécurité et de la paix au Congo est un enjeu important. Pourquoi? Parce que les études ont démontré, il y a un rapport d'un think tank américain, Pew Research, pour ne pas le citer, qui a démontré qu'à l'horizon 2060, 4 chrétiens sur 10 seront africains et seront africains subsahariens. Et comme le Congo est l'un des plus grands pays de l'Afrique subsaharienne, et donc ça veut dire que l'avenir de la chrétienté se joue au Congo. Et donc un Congo stable, c'est un Congo où la chrétienté pourra se développer. Un Congo instable, c'est un chrétien. Nous sommes dans la géopolitique des religions, c'est un Congo
où non plus la religion pourra se développer. Et en même temps, il y a cette montée de l'islamisation avec le djihadisme qu'on subit à l'Est. Donc pour l'Église, c'est un enjeu géopolitique important. Et donc pour le pape, intervenir sur la question du Congo, c'est à la fois répondre à un enjeu géopolitique religieux pour l'Église universelle, lutter contre également l'avancée de l'islamisation, mais en même temps, une réponse aux appels des évêques du Congo qui sont politiquement très engagés. Mais comme je le dis, c'est une question très transversale et il ne suffit pas de se limiter au soutien du pape lui-même. Dans vos mots, les évêques congolais sont politiquement très engagés. Aujourd'hui, c'est un sujet qui fait polémique, qui fait couler encre et salive. On dit qu'en Bongo, ses propos ont été comme le chevet dans la soupe. Comment vous percevez ce message? Est-ce qu'il a peint les tableaux de la vraie RDC ou il fallait qu'il cache ses griffes? Parce qu'aujourd'hui, il est critiqué par les politiques ou les partis politiques De manière générale proches du pouvoir. De manière générale et récurrente, l'Église catholique a toujours été un contre-pouvoir. Ça n'a pas commencé avec Ambongo. Rappelez-vous, le cardinal Malula a été presque défenestré de sa résidence de Sendoué à l'époque du maréchal Mobutu. Le cardinal Mosengo avec les médiocres dégagent. Rappelez-vous du cardinal Echao avec les fameux résultats de 2006. Donc de manière générale, l'Église n'a pas changé. C'est les politiques qui ont changé. Parce que ceux-là même qui hier peut-être appréciaient... On dit même que les politiques passent, mais l'Église reste... Ceux-là hier qui appréciaient les coups durs du cardinal vis-à-vis du pouvoir en place se retrouvent sur cette même position. C'est ça qui a changé. Mais l'Église n'a pas changé. Ça, c'est de un. De deux, c'est peut-être là où je crois que les stratèges ou les conseillers de la majorité n'ont pas bien travaillé en communication. La sortie de Mbata, le professeur Mbata a très mal donné le go de l'arrivée du pape, parce que vouloir instrumentaliser ou utiliser politiquement l'arrivée du pape comme un facteur politique, ça ne pouvait qu'amener ou faire asseoir le pouvoir. C'est vrai qu'il y a un capital sympathique, il y a un capital sympathique que l'on obtient, mais réclamer tel qu'il a été réclamé par Mbata a forcé le débat et a ouvert la porte à tout ce qu'on a eu comme conflit aujourd'hui. Mais le cardinal Ambongo n'a pas changé, moi je crois, dans ses propos. Il y a un certain pasteur Ekofo de l'église ECC qui a presque tenu des mots aussi durs au pouvoir de Kabila. Au pouvoir de Kabila. Donc l'église n'a pas changé, ce sont les acteurs peut-être qui ont changé et qui doivent accepter plus ou moins cette posture de l'église qui est une posture d'une église pratiquement en contre-pouvoir. Mais qu'est-ce qui fait mal dans les propos de l'archevêque Ambongo? Est-ce que ce sont dire que le Congolais est un peuple qui souffre dans sa peau et dans son âme? Est-ce que c'est cela quand même? Parce qu'on a vu même le pape qui a reçu les victimes de violences dans l'Est de la RDC, qui ont exposé, vraiment, vous sentez qu'il était très touché dans son âme de voir de telles atrocités. Mais il y a quoi de mal quand un évêque le dit devant le président de la République? Est-ce que le tableau a été mal peint ou c'est la vérité qu'on ne veut pas recevoir en face? Là où ça fait mal, ce n'est pas là où il parle des gens qui souffrent. Là où ça fait mal, c'est là où il parle élection. Nous sommes en 2023, il ne faut pas concevoir la face. L'Église a toujours insisté sur l'inclusivité du processus. L'inclusivité veut dire que tous les acteurs, comme partie prenante, prennent part au processus. On le sait, dans certains états-majors, il y a des tractations pour que, soit par la loi, écarter certains acteurs. Et donc, lorsque le cardinal met l'accent sur un processus électoral crédible, transparent, inclusif, ça dérange certains agendas des états-majors politiques. Et je crois que c'est ça le nœud, parce que les tensions entre le régime et l'Église tournent autour du processus électoral, depuis la nomination du bureau Kadima, sa mise en place, que ce soit la manière dont les choses se déroulent. C'est ça le vrai nœud qui est en train aujourd'hui de poser problème entre l'Église et les pouvoirs, d'autant plus que l'Église est en train de mettre en place encore une mission d'observation qui sera mixte ECC catholique et qui probablement, comme en 2018, va se prononcer sur les résultats. Et donc, il y a des tensions qui sont liées davantage au processus électoral qu'à tout le reste. Voilà, et un mot par rapport à certains qui félicitent l'organisateur, qui est un citoyen congolais comme nous autres,
Jésus Noël Cheke pour l'organisation de l'accueil, de l'arrivée, toute l'organisation. Selon vous, elle a été parfaite parce que c'est quand même d'une grande envergure. Oui, je crois qu'il faut saluer ce génie congolais. Hein. Je connais Jésus Noël Cette Cheke. fois, au moins, on peut dire que on a fait confiance à un Congolais parce que d'habitude, on a besoin de l'expertise de la diaspora ou de gens qui vivent à l'étranger. Il faut que nous apprenions de nos erreurs du passé et que nous apprenions à avancer. Je crois que Jésus Noël Cheke, moi je le connais personnellement, j'ai été quand même surpris. Je ne m'attendais pas à ce niveau de prestation. Il faut quand même dire qu'on a été à la hauteur de l'attente. Ouais. Bien évidemment, on a été également poussé par les équipes du pape qui étaient ici, qui étaient assez exigeants. Mais nous avons été à la hauteur de l'attente, que ce soit en termes de mobilisation, en termes d'organisation. Il n'y a pas eu d'incident à signaler, ni en termes sécuritaires. Il faut quand même reconnaître ça et un coup de chapeau à toutes les parties prenantes, que ce soit la police, la sécurité, la mobilisation. Et les moyens qui ont été mis par les pouvoirs publics pour réussir l'événement. Peut-être le seul bémol, c'est le fait que ceux qui ont suivi le direct le jour où le président recevait les papes de la nation n'ont pas eu d'interprète pour avoir en direct les propos du pape transcrits en français. C'est le seul bémol, mais pour le reste, qu'il s'agisse de la transmission, on a quand même réussi ce pari-là. J'espère que si on continue comme ça, c'est bien pour l'image du pays, parce que ça vend également positivement le pays. Pour le pays, voilà. Il y a aussi Martin Fayoulou, Moïse Katumbi qui ont pris part à cette messe à Ndolo. On dit même que Martin Fayoulou a pardonné à ses bourreaux pour l'avoir pris son pouvoir, parce que le thème était tous réconciliés en Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut se dire que l'arrivée du pape a aussi joué dans ce sens-là avec Martin Fayoulou qui ne pouvait pas accepter qu'il soit perdant dans ces processus de 2018. Bon, je pense que pour que le pape arrive, il y a eu un travail en amont. Des passerelles ont été mises en place pour pouvoir rapprocher des points de vue très divergents des acteurs politiques congolais. Et je crois qu'on a quand même un bon début qui peut permettre d'asseoir un consensus sur le processus actuel. Et je pense que le fait qu'ils aient tous répondu, à l'expression de Kabila, présent à la messe, prouve qu'il y a quand même des passerelles qu'on peut utiliser pour approcher nos acteurs, malgré les divergences sur les questions politiques. Et je crois que Fayoulou a profité de l'opportunité pour, en fait, mettre un terme passer l'éponge à ce qui était presque un combat déjà... Un combat déjà terminé. Il l'a maintenu stratégiquement parce qu'il fallait maintenir une visibilité politique, une stature d'opposant au régime de Tshilombo, Félix Tshisekedi. Maintenant, il y a un processus qui a commencé, un nouveau combat. Il faut mobiliser autour du nouveau combat et je crois qu'il a stratégiquement bien profité de l'opportunité pour mieux se lancer pour 2023. Et que dire de l'absence de Joseph Kabila? Ça, c'est un cas à part. Ça a été commenté dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tout le monde parle de son absence. Il aurait pu être là ou voir le pape en aparté. Je peux imaginer, je ne suis pas dans le secret de Dieu. C'est juste une analyse. En tant qu'analyste, il a quitté le Lubumbashi et est venu à Kinshasa. Je crois qu'il est venu parce qu'il n'est pas arrivé. Parce que pendant très longtemps, il n'était pas dans la ville. Il n'était pas. Et donc son retour supposait qu'il était venu pour préparer l'arrivée du pape. Il est probable que dans le cheminement politique actuel, il ne soit pas parvenu à un même regard sur le processus, notamment en termes d'intérêt de sa famille politique ou de son avenir politique personnel. Et donc son refus de venir peut s'exprimer comme l'expression d'un déni de consensus sur ce qui se passe. Et un acteur aussi important, son parti politique refuse de s'enrôler, boycotte les processus actuels. Lui qui refuse veut dire qu'il y a un mal plus profond qui nécessite plutôt une observation plus profonde qu'un simple rapprochement. Et que je crois que c'est ça le processus de son silence et de son retrait. Très ça veut dire qu'il y a probablement des cahiers de doléances de sa famille politique qu'il entend d'abord voir résolus avant de s'afficher dans une forme d'unité qui donnerait le sentiment qu'on a tout réglé. Ok. Voilà, nous allons parler à présent du processus électoral. Comme nous sommes en train de parler de Joseph Kabila, il y a le PPRD qui ne prend pas
qui ne consent pas ces processus électoraux, déjà qui, avec Dedi Kadima, qui refute déjà les faits que Kadima soit le président de la CENI ou qui dirige cette structure, et ils boycottent même l'enrôlement. Est-ce qu'on ne va pas revenir au système avec Etienne Tshisekedi à l'époque qui a refusé de prendre part au processus électoral, mais le train est déjà en marche. Oui, la stratégie de la chaise vide n'a jamais servi en politique. Surtout au Congo. On l'a vu au Congo, même en 2006. Mais on peut prendre la chose d'une autre manière. Soit c'est une stratégie de chaise vide du PPRD qui permettrait au parti d'accepter les processus tels qu'il avance. Soit alors, c'est une volonté de négociation, alors d'un dialogue sur le processus qui est mis Mais en est-ce que avant. ce n'est pas tard parce que le train est déjà en marche? Est-ce qu'on va faire marche en arrière pour voir résoudre les problèmes du PPRD? Il y a un défi d'inclusion, défi d'inclusion dans le processus. Le défi a commencé depuis le vote de la loi au niveau du Parlement, Oui. qui a largement divisé La classe politique. Ensuite, la mise en place du bureau De qui a la fragilisé CENI. encore l'inclusivité du processus. Donc ce défi d'inclusion reste à ce stade encore ouvert. Est-ce qu'on on va intégrer ce défi d'inclusion à ce stade avec les conséquences qu'il faudra en tirer? Est-ce que vous pensez que probablement un ces défis glissement. d'inclusion peuvent être résolus à ce stade actuel? Si nous acceptons aujourd'hui de prendre ce défi d'inclusion, ça veut dire que nous devons tirer politiquement les Les conséquences d'un glissement. conséquences. Ok. Et que nous devons être à même de dire qu'on ne saura pas avoir les élections Ils en sont à temps, 2023 ouais. et que pour plus d'inclusivité, nous allons prendre une année ou peut-être deux, parce que ça va nécessiter que les acteurs politiques se mettent autour d'une table. et de trouver Un ce consensus. consensus-là. En fait, c'est un choix cornélien. Soit vous acceptez le processus tel qu'il est avec ses imperfections, soit vous acceptez un processus bien plus amélioré avec pour conséquence un glissement. C'est aux acteurs politiques de faire un choix. Soit vous acceptez l'imperfection du processus actuel avec les conséquences qui vont en découler, soit vous acceptez le fait qu'il faudra soit qu'on se mette autour d'une table avec les conséquences également telles que vous le connaissez. Et je crois qu'à un moment donné, nous sommes face à un choix sur les acteurs politiques et à la population nationale d'accepter d'élever une option. Si nous disons nous allons vers ce processus qui est assez imparfait, alors attendons-nous avec ce processus imparfait à avoir probablement des résultats imparfaits. Et vous pensez que le pouvoir en place pourrait être flexible à ce niveau-là? Le pouvoir en place, flexible, cela dépend. Cela dépend des négociations, cela dépend des intérêts. Aujourd'hui, le pouvoir en place a le contrôle, je dirais, presque de l'ensemble du processus. Qu'il s'agisse de la Cour constitutionnelle, du processus CENI. parlementaire, du niveau de la CENI également, une certaine mainmise. Et donc, aller négocier aujourd'hui n'est pas forcément profitable au régime. Parce que négocier voudra dire concession et donc ils perdraient en main dans le contrôle du processus. Mais en même temps, est-ce qu'ils ont le temps? Ils ont le temps à leur faveur. À la fois le temps en termes de logistique opérationnelle pour déployer, avoir un bon processus. Est-ce qu'ils ont le temps pour régler le défi sécuritaire? On les voit, le défi sécuritaire est un défi important qui peut requalifier les processus parce qu'au moment où nous sommes en train de parler, il y a encore des affrontements dans certaines parties de notre République. Est-ce que ce défi-là sécuritaire ne va pas demander un peu plus de temps? Et donc, à vouloir forcément avoir un scrutin dans ce délai, est-ce que les autres défis ne vont pas impacter négativement le processus? Encore que les élections ne sont pas une fin en soi. Oui, on a les élections, mais après les élections, il faut gouverner. On peut avoir des élections qui vous conduisent dans l'ingouvernabilité. C'est-à-dire, vous sortez des élections avec une instabilité et pendant 2 ans, vous faites que dialogue et négociation. Donc, c'est au pouvoir de décider en tenant compte des intérêts, mais surtout de l'intérêt national du pays. Voilà, de l'autre côté, il y a aussi Matata, il y a Mukwege, il y a aussi Martin Fayoulou qui sont contre ces processus électoraux, bien qu'ils se soient enrôlés. Oui, on a une opposition à multitête, comme toujours. Chacun a ses propres griefs pour le processus. Encore une fois, ils ont quand même réussi à avoir un communiqué conjoint et qui démontre, comme je l'ai dit, qu'il y a un défi d'inclusion de la part d'une partie de l'opposition qui tient encore à ce problème-là. Maintenant, le problème, c'est qu'autant on pose les problèmes, autant c'est plus complexe de proposer des solutions. Comment on réussit à ce stade de régler la problématique de l'inclusion sans dépasser le délai constitutionnel?
comment on réussit à régler ces problèmes du processus sans que les acteurs se mettent autour d'une table et puissent parler. Donc tant qu'on n'arrive pas à avoir un minimum de consensus des acteurs majeurs du processus, tant qu'on ne regarde pas les problèmes en face, hein, avec la dure réalité des enjeux, des défis, eh bien, on va aller vers le mur, tout le monde conscient qu'on va vers le mur. Et en allant vers le mur, il faut revenir à la table et faire le partage du pouvoir. Est-ce que ce n'est pas un éternel recommencement? La même chose, ça s'est fait à l'époque de José Kabila. À la fin de son mandat, il a fait appel à l'opposition. Ils ont partagé les pouvoirs ensemble. Et puis les élections. Et puis c'est Félix Tshisekedi qui est élu président. Et puis le même problème revient. Vous ne pensez pas que nous sommes en train de régresser politiquement ou démocratiquement? Nous avons toujours fait du surplace. Les grands problèmes du Congo, c'est que nous faisons des ruptures d'hommes, mais pas de rupture de gouvernance. Nous sommes pratiquement dans la même gouvernance. Okay. Et on recycle les vieilles stratégies politiques qu'on a combattues hier, mais qu'on recycle pour ses propres intérêts. Et nous faisons du surplace. C'est comme si nous ne tirons pas de leçons de ce qui se passe. Malheureusement, non. Malheureusement, non. Depuis 60, nous traînons une crise de légitimité. Et la Constitution a rappelé que la crise majeure qui est à l'origine de ce que nous avons comme conflit, c'est la crise de légitimité. Mais vous verrez que nous sommes encore en train d'aller vers un processus qui ne va pas nous aider à sortir d'une crise de légitimité. Donc il est très probable qu'après 2023, nous ayons encore un débat de légitimité des acteurs, c'est-à-dire un vieux démon que nous traînons depuis 60, des années. Et qui ne va pas malheureusement nous aider à avoir des dirigeants fortement légitimes pour prendre les décisions fortes dont le pays a besoin. Et aujourd'hui, avec la situation de l'Est, est-ce que vous pensez que le délai sera respecté? Beaucoup d'experts ont dit Il y a Kwamout, où les élections, où le processus d'identification a été repoussé. Parce que jusque-là, la population qui a quitté, qui a fui, d'ailleurs dans le Kwilu, même à Kinshasa, ils ne sont jamais retournés parce que leurs maisons ont été incendiées, ils ont tout perdu, ils n'ont pas pu rejoindre leur localité. Mais est-ce que vous pensez qu'avec tout ça, Denis Kadima sera à mesure de nous proposer des élections dans le délai? Beaucoup d'experts avaient dit que le calendrier était trop serré. Mais bon, la CENI a tenu à son calendrier. Le calendrier était trop serré parce que déjà, vous prenez l'enrôlement d'une zone comme la zone ouest, comme Kinshasa, qui est, de mon point de vue, l'une des zones où la logistique n'est pas très compliquée à déployer. Et on a vu les limites du déploiement logistique. Maintenant, essayons d'imaginer, lorsqu'on sera dans la zone comme la zone est, en Ituri, au Nord Kivu, en zone d'instabilité, comment zones occupées cette logistique va fonctionner. Quand on a vu les ratés techniques que nous avons eu à Kinshasa, et qui a même nécessité qu'on prolonge de 25 jours, imaginez ce qui pourrait arriver lorsqu'on sera dans une zone où on a 5 millions de déplacés. Et l'autre enjeu dont on ne parle pas, au-delà du fait que le calendrier va changer, c'est la cartographie en termes de répartition de sièges. Parce que le fait qu'on ait déplacé interne, les gens fuient la campagne vers la ville, va impacter la répartition des sièges. Or, la répartition des sièges, c'est ça qui crée le rapport de force sociologique et politique au niveau de province. Ça veut dire, vous allez en Ituri par exemple, si dans une contrée, les EMA ont fui et donc ne vont pas s'enrôler, et que ce sont les Landou qui sont enrôlés, ça veut dire dans l'élection qui va venir, vous avez par exemple là où vous aviez 5 sièges avec 3 Landou ou 2 EMA, vous aurez 4 Landou et 1 EMA. Ça veut dire les conflits, nous aurons d'autres types de conflits après les scrutins qui sont liés au fait que la cartographie politique née de l'enrôlement ne correspondra pas à la cartographie sociologique née des rapports de force entre tribus. Et donc, il y aura des tensions au niveau de la représentation. Parce que l'artifice que nous aurons politiquement ne sera pas le reflet du rapport de force sociologique. On parle de représentation parce que quand les gens regardent les institutions, ils se voient dans les institutions. Dès l'instant où l'institution n'est pas le reflet de ce que l'on voit, un autre conflit qui va naître. C'est un autre conflit qui va naître, qui sera un conflit de déni d'autorité, un conflit de rejet des institutions et même de délégitimation des décideurs. Et ça, ce sera d'autres types de conflits qui ne sera plus institutionnels, qui pourront finir en conflit communautaire. Oh là là, mais c'est triste hein, pour la RDC. Mais c'est très sérieux, c'est très très sérieux. Mais est-ce que la CENI aujourd'hui tient compte de tout cela? Ce n'est pas uniquement la CENI. La CENI est un acteur parmi tant d'autres. La question sécuritaire n'est pas forcément de la responsabilité de la CENI. Ça, c'est le gouvernement et l'État congolais. Non, mais il est de la responsabilité de la CENI de nous dire que ce n'est pas le moment n'est pas propice
pour que le gouvernement puisse s'activer avec d'autres... Mais la CENI est tenue également par la loi, qui est la Constitution. La CENI ne peut pas modifier la Constitution. Ça, c'est les acteurs politiques. Donc la CENI, en tant qu'organe technique, vous dit... Le fait d'accepter, de commencer les processus, ça veut dire qu'il va endosser la responsabilité d'avoir... Sa part. Oui. La CENI vous dit, dans le délai que la Constitution me donne, dans les délais dans lesquels je suis, c'est ce que moi je peux faire. Par contre, si vous vous rappelez bien, avant le calendrier, la CENI avait donné une feuille de route, où il avait donné ce qu'il avait appelé des défis. Que le gouvernement et d'autres parties prenantes devaient relever, dont le défi sécuritaire. Donc ça, c'est la responsabilité de l'État, du gouvernement, de régler la problématique sécuritaire, du Parlement de voter des lois, du gouvernement de donner les finances, et à la CENI de mettre tout ça ensemble pour donner un processus. Donc si les autres parties prenantes ne donnent pas à la CENI les éléments dont il a besoin, eh bien, il aura du mal à tenir ses engagements. Voilà, vous vous êtes enrôlé? Vous avez votre carte? Oui, je me suis enrôlé. Beaucoup de Quinois se sont plaints de la qualité de la carte et aussi de machines qui tombaient. Moi, par exemple, j'ai fait 3 fois la même chose le même jour parce que la machine devait s'arrêter pendant que je m'enrôlais. Comment vous avez jugé tout cela? C'est quand même quelque chose qu'il faut relever parce que bien que le processus est encore en cours, on peut rectifier. Moi, j'ai vu que c'était une faute anthropologique et je crois que nos amis de la CENI, nos amis techniciens de la CENI, doivent comprendre que la CENI n'est pas un problème des techniciens au sens informaticien uniquement. L'enrôlement est un processus sociologique parce que ce qu'on va saisir, c'est une population. Et donc, quelquefois, lorsqu'on veut mettre en place, et ça c'est le rôle de notre pays, lorsqu'on veut mettre en place de telles décisions, il faut associer d'autres disciplines comme des anthropologues, des sociologues, qui peuvent vous apporter une dimension anthropologique nécessaire dans le choix technique des machines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Quinois, c'est le type qui vous achète un téléphone à 1 000 $ parce qu'il veut avoir des belles photos. Naturellement, le Quinois, c'est un narcissique. C'est un type qui aime bien se voir, qui est beau. Et donc, la carte est un reflet de sa façon de se voir. Et le fait qu'on fait une carte qui ne correspond pas à sa façon de se voir, ça renforce la méfiance du processus. Pour ces Amabé, Moussa sera les Amabé, pourquoi? Parce qu'il va photo en les acquis de côté. Ça ne reflète pas ce qu'il est. Non, pour lui, cette qualité-là remet en question tout le processus. Et donc, en voulant techniquement... Alors que la CENI a dit que c'était pour diminuer les coûts de machines. Ça, c'est un argument technique et financier. Mais est-ce que je ne sais pas contre la dimension anthropologique du problème. Il ne faut pas se limiter à l'aspect technique et financier. Il faut dépasser cette dimension technique et financière pour aller vers une dimension sociologique et anthropologique. Parce que cette dimension anthropologique peut remettre en question tout l'ensemble du processus. Parce que les gens vont dire, ah, tu vois, déjà, ça montre que ça ne va pas aller bien. Ça montre que ça sera mauvais. Ça crée la méfiance. Mais comment vous recréez la confiance? Vous avez fait l'économie de l'argent, oui, mais comment vous recréez la confiance? La confiance, ça ne se mesure pas. C'est une perception. Donc, on pense avoir gagné en faisant des économies financières ou logistiques parce que la machine pèse moins cher, on pèse moins lourd, on peut le transporter. Mais l'économie technique et financière a impacté dans la confiance sur le processus. Et ça, qualitativement, on ne saura pas récupérer ça. Je crois que c'est ça le grand problème. Deuxièmement, c'est que nous sommes quand même à un processus où, en 2018, c'est le même fournisseur, Miro System, qui a fourni les mêmes machines. Comment on peut Mais où sont allées les machines de 2018? Ils existent. Mais pourquoi on n'a pas pu le récupérer pour bon, comme on veut réduire les coûts, on a ces machines, il suffit de les checker un peu et puis le mettre au Congo, parfois, nous avons une... Ou soit les machines ont été vendues dans un autre pays? Non, les machines existent, les machines sont là. Le problème, c'est qu'il fallait faire... Et chaque processus, chaque cycle CENI... électoral, la RDC doit commencer à acheter d'autres machines. La CENI aurait dû faire, l'équipe actuelle devait dû faire l'audit technique de l'outil existant et faire un rapport d'audit technique à présenter, ce qui mais ça n'a pas été fait. Ensuite, le problème chez nous, c'est que parfois tourne autour des marchés publics. Voilà, des nouvelles commandes, et un nouveau marché public, il faut faire des nouveaux appels d'offres, des nouveaux acquéreurs, et voilà, ça tourne autour des marchés publics. Et parfois, ce n'est pas forcément l'efficacité. Voilà, nous parlons actuellement de la situation sécuritaire. Aujourd'hui, nous sommes dans la ville de Goma, il y a ville morte. La population ne veut plus de la force de l'EAC. Vous pensez qu'aujourd'hui, avec le sommet de Bujumbura, vous pensez que la population aura gain de cause?
population s'est lassée. Elle s'est lasse parce qu'il n'y a pas de perspective aux différentes initiatives qui ont été mises en place. Il ne faut pas oublier que c'est une région où on a commencé par un redéploiement tactique du commandement, puis on est passé par l'état de siège, puis on est passé par la mutualisation UPDF, Même FARDC, l'état de siège qui est déjà à la fortement population, décrié. oui, décrié par la On est population. passé par un ras-le-bol contre la MONUSCO et la solution magique qu'on a présentée en faisant miroiter une solution peut-être plus rapide, c'était un déploiement de l'ESC. Mais ceux qui sont à Goma constatent que les officiers kenyans Ils ne sont notamment, pas efficaces. non, ils sont dans les hôtels à Goma. Ils sont dans les hôtels à Goma. Alors que les gens pensaient qu'on aurait des contingents qui seront à À l'offensive. l'offensive. Pour traquer les 1-23, vous avez des officiers qui squattent les hôtels à Goma qui sont autour du lac. Et ça exaspère une population qui a assez souffert et qui a besoin des résultats et des résultats immédiats. Donc il était très probable qu'après un moment de lassitude, on reverrait cette nouvelle pointe d'exaspération de la population. Maintenant, pour moi, c'est une pression à la fois sur les dirigeants chez nous, mais également sur les acteurs régionaux, parce que ce qui parfois sauve les pays, c'est la société civile. Hein. C'est ce réveil de la société civile qui maintient notre pays parfois uni. Parce que nos acteurs, parfois, ils sont bloqués. Dans les négociations au niveau diplomatique, ils sont bloqués. Mais c'est cette pression populaire qui permet de faire bouger les choses. Et ce n'est pas un hasard que ça intervienne un jour après le sommet de Bujumbura, qui n'a pas donné de grandes résolutions, à part le fait qu'on va réévaluer la possibilité d'un déploiement majeur de troupes, mais également un nouveau calendrier. Ça veut dire qu'une pression sociale est nécessaire à la fois pour bousculer l'État congolais et les partenaires régionaux. Mais l'appel au cessez-le-feu immédiat, vous pensez que ça peut résoudre, ça peut se faire? Parce qu'on a vu il n'y a pas longtemps, il y a les M23 qui se disaient qu'ils étaient en train de partir, mais malheureusement, ils sont bien là. Ils occupent bien les localités là-bas dans l'est de la RDC. Ça ne résoudra rien parce que le rapport de force diplomatique doit être... Ça veut dire que la diplomatie a du mal à sauver la République démocratique du Congo. La diplomatie il faut passer à l'offensive. La diplomatie est le pendant du rapport de force sur le terrain. Vous ne pouvez pas faire une diplomatie qui soit en adéquation avec votre rapport de force sur le terrain. Vous ne pourrez pas imposer cette diplomatie-là. La diplomatie marche concomitamment avec un rapport de force. Donc là où sur la table vous ne négociez pas, vous imposez un rapport sur le terrain qui vous ramène sur la table pour en quelque sorte consacrer ce rapport de force-là. Le drame, c'est que nous, sur le terrain, le rapport de force nous est défavorable. Et nous ne pouvons pas, sur le terrain, avoir un rapport de force défavorable et espérer diplomatiquement avoir une victoire tactique. C'est peut-être tactique, mais ce ne sera pas une victoire définitive sur l'ennemi. Ce qu'il nous faut, c'est inverser les rapports sur le terrain. Il nous faut réussir à inverser les rapports sur le terrain. Et à ce moment-là, nous pourrons diplomatiquement mobiliser nos gains. Et puis deuxièmement, c'est que il y a une sorte, je ne dirais pas d'ambiguïté dans les chefs de choix stratégiques que nous faisons. Nous ne pouvons pas au même moment accepter une sécurité collective de l'IAC et commencer à vouloir faire de la sélection. Je crois qu'à un moment donné, le Kinshasa doit mettre beaucoup plus de clarté dans ses choix stratégiques. Si nous faisons le choix de l'IAC, il y a des conséquences sur lesquelles il faut travailler. Si nous voulons garder ces partenariats-là, il y a des conséquences. Donc la clarté diplomatique du côté congolais est nécessaire. Et ensuite, il faut réussir à inverser le rapport de force sur le terrain. Voilà, et aujourd'hui, avec les attaques à la bombe, moi je crains que ces problèmes-là deviennent... avec ça, on a vu à Kassindi, dans une église où la bombe a tout saccagé, les gens sont morts, et puis on s'est dit qu'avec ces attaques à la bombe, on s'est dit que c'est une autre façon de faire la guerre en RDC, parce que on n'a jamais connu ça avant. C'est simplement de la terreur, c'est renforcer la terreur et surtout renforcer la stabilité en élargissant les fronts, parce que les fronts, il devient plus large. À un moment donné, vous focalisez sur les 1-23, mais ces stratégies veulent vous dire que l'instabilité, ce n'est pas le Rwanda, l'instabilité, ce n'est pas uniquement les 1-23. Et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'en Ituri, il y a également cette forme de stabilité au Kwamoutou. C'est élargir le front et disperser les énergies du gouvernement congolais. Alors que en Ituri, l'ADF a été, dans ses bastions, vaincu, malheureusement repoussé à l'intérieur du Congo. Et là encore, c'est une question de clarté de notre gouvernement.
dans les partenariats stratégiques et militaires qu'il met en place, Ok. notamment avec l'Ouganda. Quel est le partenariat stratégique et le paradigme que l'on met en place? Et s'il n'y a pas beaucoup de clarté dans cela, on risque à un moment de se retrouver. L'opération avec l'Ouganda n'a permis que de repousser vers Mambasa et les villes profondes les mouvements, l'éloigner des frontières de l'Ouganda, et ça ne règle pas les problèmes du Congo. Ça règle les problèmes de l'Ouganda, mais pas du Congo, parce que nous avons maintenant, au niveau intérieur, ces combats qui continuent. Voilà, il y a certains analystes qui pensent que le sommet de Bujumbura vient contredire celui des Luanda. Mais oui, parce que Luanda avait posé pour principe un délai de 5 jours, et après ce délai-là, on devait désarmer et contenir les M23. Ça veut dire une option offensive. Or, dès l'instant où l'option offensive, aujourd'hui, semble de plus en plus être limitée, et que les EAC semblent adopter aujourd'hui une approche diplomatique, le cessez-le-feu, c'est une façon de nous conduire vers un dialogue. C'est Kinshasa toujours, à ce stade, refusé. C'est une façon de nous mettre face à face et dire, parlez-vous. Parce que cessez-le-feu suppose quoi? Suppose qu'il y a deux parties en conflit, et vous ne pouvez pas trouver des compromis sans que ces deux parties en conflit se mettent autour d'une table. Donc l'IAC nous amène vers un dialogue avec le M23. C'est que l'ensemble de l'opinion congolaise ne semble pas partagée. Et c'est ça la grande difficulté du président et du gouvernement aujourd'hui. Vous avez une dynamique intérieure d'une population qui ne veut plus le dialogue, qui ne veut plus de ce partage de pouvoir, et une dynamique régionale qui vous impose ce dialogue-là et éventuellement tout ce qui accompagne la dynamique-là. Alors que nous sommes dans une année électorale. Vous faites quoi? Si vous adoptez cette ouverture de dialogue, vous perdez l'opinion intérieure, notamment à l'Est. Si vous refusez, c'est bien beau, mais encore faut-il avoir les mécanismes pour tenir, parce que là, on croit comprendre que tout est mis pour nous mettre dans les conditions d'un dialogue. Merci, c'était un plaisir. Nous avons fini notre émission pour aujourd'hui. Avez-vous un dernier mot? Le dernier mot, c'est que ce qui se joue à l'Est, c'est peut-être l'avenir du pays. Et que les États ne sont pas éternels. Les Congolais, parfois, je ne dirais pas nous sommes naïfs, mais nous croyons que les États sont éternels. Les États disparaissent. Si vous regardez la carte du monde, la Yougoslavie n'existe plus, le Soudan voisin n'existe plus. Donc rien ne manque que le Congo disparaisse un jour. Si nous ne prenons pas conscience que nous sommes une nation et que l'élite doit être à même d'être au niveau des enjeux du pays, cette nation peut disparaître. Ce n'est pas un don de Dieu, comme nous aimons le dire, c'est une frontière tracée par les hommes et qui peut disparaître un jour. Il faut que nous prenions conscience qu'il y a énormément d'enjeux géopolitiques, géostratégiques dans les pays et que notre leadership doit être conscient, lucide et surtout savoir définir des intérêts nationaux. Apprenons à dépasser nos divergences personnelles, à construire quelque chose de plus grand que les mandats, parce qu'on se bat généralement pour avoir le mandat, mais il faut aussi voir l'État, la nation. Les mandats vont passer, l'État ne va pas passer. Donc si on a réussi à avoir un leadership qui dépasse la perception d'un mandat et qu'il voit les choses en termes d'État, je crois qu'on pourra sauver le pays. Et on pourra se développer. Le développement, c'est un autre challenge, parce que ça, c'est encore un autre challenge. Mais déjà, sauver d'abord le pays, maintenir cette stabilité, et puis commencer à amorcer les enjeux de développement. En tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir sur ces plateaux. Je rappelle que c'était M. Christian Ndombo-Moleka. Il est analyste politique et politologue. Et coordonnateur de la dynamique de politologue de la RDC, voilà. Paul en sigle. Très bien. C'était un plaisir de vous recevoir sur ces plateaux et nous en remercions à nos téléspectateurs. À très bientôt.